Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Donc on va commencer tout de suite avec le premier qui est Toute blesse, la dernière tue de Karine Giebel chez Pocket. Donc c'est la version poche qui est sortie fin novembre, voilà. Que j'attendais impatiemment depuis des mois, depuis quasiment un an. Et j'y mettais beaucoup de... pas d'espoir, mais comment dire, j'en attendais beaucoup. Et du coup, est-ce que mon attente a été... Je vais pas y arriver ce matin. Bref, en tout cas, oui, toutes mes attentes ont été comblées. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai vraiment adoré ce livre, même s'il est extrêmement violent. Mais bon, c'est du Karine Giebel, c'est pas une surprise. Donc là, en fait, on va suivre une petite fille marocaine qui a 8 ans au début de l'histoire, qui vit avec son papa et sa maman. Enfin, à 8 ans, non. Bref, elle vit avec son papa puisque sa maman est décédée. Et son papa, en fait, s'est remarié et a 2 enfants. Sauf qu'il n'a pas assez d'argent pour nourrir tout le monde. Du coup, il va décider de vendre sa fille à une dame qui habite en France pour que sa fille puisse aller à l'école, réussir sa vie. Voilà. On sent déjà la couille, désolée pour le mot, mais on sent la couille dès le début. Et en effet, donc cette dame est très gentille au début, elle achète des jouets à la petite fille. Et une fois arrivée en France, elle va se transformer en vraie mégère et la vendre à sa cousine comme esclave. Voilà, tout simplement. Voilà Alors, non, j'allais dire, c'est pas un spoil, c'est la première phrase. Ce livre traite de l'esclavage moderne, voilà. Et donc, elle va tomber dans la famille, je ne sais plus, Charançon, je crois que c'est ça. Et donc la femme va lui donner un nom, puisque la femme c'est la cousine de l'autre dame et qui sont aussi d'origine marocaine. Elle va lui donner un nom, je crois, qui veut dire en arabe la docile ou la soumise, ou je ne sais pas. Bref, Tama. Désolée, je me souviens plus c'est quoi exactement la traduction. Et voilà, du coup elle va se faire appeler Tama. Et donc elle va être mise dans une buanderie, voilà, elle va avoir un petit matelas avec une vieille couverture. Et elle va devoir s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de tout alors qu'elle a 8 ans. Et très vite, quand elle va essayer un petit peu de se rebeller, on va lui montrer qu'il ne faut pas se rebeller, voilà, à la dure. Donc voilà, ça c'est vraiment le début de l'histoire, parce qu'on suit vraiment, on suit une dizaine d'années de sa vie, clairement. Et en même temps, en parallèle, on va suivre une autre histoire, où on a un homme, Gabriel, qui vit reclus dans une ferme, je crois que c'est dans les Cévennes, je ne sais plus, bref, dans le sud. Et un beau jour, il va trouver dans sa grange, je crois, une jeune femme qui a dormi là et il veut la chasser. Mais elle va s'attaquer à lui en fait. Et du coup, il va s'attaquer à elle et la garder, la séquestrer, voilà, tout simplement. Et cette jeune femme ne sait pas qui elle est, n'a plus aucun souvenir. Et voilà, du coup, on va suivre un petit peu ce face à face entre cette jeune femme et Gabriel. Et oui, j'ai oublié de dire qu'elle a été blessée aussi, la jeune femme. Et en même temps, on va suivre la vie de Tama. Et waouh! Alors, ce livre est ultra glauque, ultra violent. Franchement, il y avait des scènes, mais enfin, limite, j'avais mal physiquement aussi avec Tama, quoi. C'était affreux. Enfin, au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens peuvent pas faire ça. Et après, j'ai vu une interview de Karine Giebel qui disait que vraiment, elle s'était inspirée de tout un tas de témoignages qu'elle avait eus et que c'était pas le pire qu'elle avait vu, quoi. Enfin, donc, elle avait entendu parler. Donc, quand j'ai vu ça, voilà, c'est... Waouh, ce livre, il est ultra violent. Donc, si c'est pas trop votre truc, je vous le déconseille. Par contre, c'est un véritable page-turner. Il fait presque 800 pages. Ouais, presque 800 pages. Je l'ai lu en, allez, on va dire 3 jours. Voilà. Voilà, les chapitres sont très courts, tout s'enchaîne. Franchement, je pouvais pas le lâcher, c'était vraiment ultra addictif. J'ai vraiment adoré ma lecture et j'ai juste envie de lire tous les Karine Giebel de la Terre, là, tout de suite. J'ai envie de me faire un mois Karine Giebel, mais bon. Voilà. Je vais peut-être en relire un autre en décembre, je vais voir, ou en janvier. Mais ouais, j'ai vraiment envie d'essayer de tous les lire assez rapidement, mais en même temps, si je les lis trop rapidement, après, j'en aurai plus à lire. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne solution. Voilà, bref, si vous n'avez pas peur de la violence, surtout sur enfant, c'est quand même une petite fille,
et que vous aimez les page turner, et foncez. J'ai ensuite lu ma première dystopie islandaise avec L'île de Sigridur Hagalín Björnsdóttir aux éditions Gaïa dans la collection Kayak. Donc ce livre, j'en avais entendu parler donc, sur Instagram, sur l'insta de Justine Schell, et je suis très contente d'avoir déjà entendu parler de ce livre et surtout de l'avoir lu rapidement après l'avoir acheté, parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Donc en fait on se retrouve en Islande. Alors on va suivre deux trucs séparés, un petit peu comme dans celui d'avant. Une histoire, on va dire, dans le présent et et après dans le passé. Et en fait, le livre s'ouvre sur un homme qui vit dans un fjord, je pensais vers le nord de l'Islande, vers le nord-est peut-être, je ne sais pas, je sais plus si le nom du fjord est dit. Bref, il vit seul avec son chien et ses moutons. Il essaie un petit peu de survivre, hein, puisque très vite on va comprendre que la civilisation n'existe plus. Et après, en fait, il va repenser au passé et à comment, en fait, est-ce qu'elle en est arrivée là. Donc, on va suivre après dans le présent essentiellement, comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom du personnage principal, Hjalti, pardon, donc qui est un journaliste, je crois, journaliste politique dans un journal islandais à Reykjavik. Il est en couple avec Maria, donc qui est une violoncelliste qui joue dans l'orchestre de Reykjavik à Harpa. Donc Harpa, c'est l'opéra. Hein. Voilà, et c'est une immigrée espagnole. Elle a eu 2 enfants, voilà. Et donc ils vivent tous ensemble, sauf que très vite ils vont se séparer, puisque Hjalti, c'est pas qu'il n'aime pas ses enfants, c'est qu'il n'arrive pas en fait à jouer le rôle de beau-père, et ça pèse un petit peu dans leur cellule familiale. Du coup ils vont très vite se séparer, voilà. Du coup on va suivre quand même en parallèle l'histoire de Maria, l'histoire de Hjalti, pardon, il y a un H aspiré, du coup il faut bien le prononcer. Très vite, alors oui, donc ça c'est au niveau des personnages, je vous ai même pas parlé de l'histoire. Donc en fait du jour au lendemain, il va y avoir une coupure des communications avec l'extérieur de l'île. Donc bon, l'Islande c'est une île, hein, donc c'est isolé. Les communications passent par des câbles sous-marins, voilà, vers l'Europe, vers le Groenland, vers la Norvège aussi je crois, et vers les États-Unis, puisque ça a été une base militaire américaine, l'Islande, pendant la guerre. Voilà, donc il n'y a plus aucune communication, les radars ne fonctionnent plus, du coup les avions ne peuvent plus décoller et atterrir, ils ne peuvent plus prendre leur bateau, voilà, et les quelques gens qui prennent leur bateau à l'aveugle ne reviennent jamais, voilà. Donc très vite on va se poser la question de savoir est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le reste du monde, et ils vont faire des tests, voir s'il y a des hautes doses de radioactivité au cas où il y a eu des incidents nucléaires ou des bombes atomiques. Il n'y a rien de tout ça. Voilà, très vite ils vont réussir à remettre internet et les communications dans l'Islande seulement, hein, donc c'est-à-dire qu'on peut aller sur les sites islandais seulement. Ils peuvent communiquer entre eux, mais tout ce qui est à l'international est coupé. Et sachant que le président et le premier ministre et d'autres hauts fonctionnaires, oui c'est des fonctionnaires, enfin bref, hauts gens dans le gouvernement sont partis à l'étranger pour, je sais pas si c'est la COP quelque chose ou autre chose. Bref, ils ne sont pas en Islande et ils ne sont pas prêts d'y revenir, hein, vu qu'il y a ce problème. Du coup, Hjalti, il a fait des études politiques, et donc bon, de toute façon en Islande beaucoup de gens se connaissent, hein, c'est assez petit. Il connaît la ministre des Affaires étrangères, non, intérieures, du ministère de l'Intérieur je crois, qui est une jeune femme qui fait, une femme qui fait un petit peu penser à la méchante reine dans Narnia, hein. Clairement elle s'habille tout le temps en blanc, elle est très blanche, très blonde, elle s'habille qu'en blanc, elle a l'air très froide, et elle me fait penser un petit peu aussi à la méchante dans Hunger Games, parce que bon, j'ai été coupée par la caméra. Donc oui, je disais, elle me fait penser à la méchante dans Hunger Games, je ne sais plus comment elle s'appelle, puisque très rapidement elle va réussir à prendre le pouvoir et à être nommée Premier ministre, et voilà, c'est elle du coup qui va devoir prendre
toutes les décisions qui incombent au gouvernement en ce qui concerne cette catastrophe. Puisqu'il faut savoir que l'Islande est, c'est un pays avec un climat très rude qui importe énormément de denrées, que ce soit alimentaires ou tout en fait, ils importent quasiment tout. Après, ils fabriquent quand même quelques trucs chez eux, mais la plupart ils l'importent. Donc clairement, ils vont devoir prendre des décisions pour que l'Islande soit autosuffisante au niveau nourriture. Développer aussi des industries qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Voilà, et c'est un livre quand même assez politique et ça m'a pas du tout dérangé, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris plein de trucs sur l'Islande parce qu'ils vont en clair devoir réapprendre à vivre comme leurs ancêtres avant qu'il y ait l'ère moderne, la civilisation, les industries. L'Islande n'était pas forcément un pays de rêve à ces époques-là, hein. C'est-à-dire que il y a eu des périodes de famine. Voilà, quand je prenais mes cours d'islandais, mon prof d'islandais m'a bien dit qu'en Islande, ils mangeaient tout dans le mouton, hein, que ce soit la tête, les abats, tout. Hein. Il y a un plat traditionnel avec des testicules de mouton. Enfin, c'était la base de l'alimentation là-bas. On apprend aussi comment les Islandais ont fait pour survivre au manque de vitamine C, parce qu'ils n'avaient pas les légumes et tout, les fruits ça poussait pas spécialement en Islande. Hein. Là ils peuvent le faire à l'heure actuelle parce qu'ils ont des serres, mais à l'époque non. Et la façon dont ils arrivaient à trouver de la vitamine C est particulièrement dégueu. Hein. Je pense que c'est vrai, j'ai essayé de faire des recherches, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Sinon c'est un livre avec une prise en main un petit peu compliquée au début, hein, puisque les dialogues sont clairement intégrés dans la narration. Donc il y a un petit temps d'adaptation à prendre, mais très vite ça va quoi. Bon, faut être peut-être un peu plus concentré que pour un livre comme Toute blesse la dernière tue, mais ça vaut le coup clairement. Et ce que j'ai aimé, c'est que alors je vous l'ai dit, hein, ils vont essayer de vivre en autosuffisance. Le pays va clairement se replier sur lui-même et rejeter un petit peu tout ce qui est étranger. Hein. Et il faut savoir qu'en Islande, il y a énormément de touristes tout au long de l'année. Il y a aussi pas mal d'immigrés. Et on va voir un petit peu le sort qui est réservé à ces touristes qui clairement ne peuvent pas retourner chez eux, mais n'ont pas de travail, n'ont pas de maison. Comment ils vont faire en fait pour survivre parce que clairement ils n'ont rien en Islande et ils ne peuvent pas retourner chez eux. Et j'ai trouvé ça très... La façon dont c'est développé, réaliste et dur, mais en même temps, j'arrive à voir la logique, même si je trouve ça affreux, mais bon, bref. Et clairement, moi qui me suis toujours dit, si demain il y a un petit peu l'effondrement de notre société et que j'ai le temps de me barrer en Islande, et je le ferai et j'essaierai de survivre là-bas. Clairement, ce livre me fait dire que non. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la fin aussi, qui fait un petit peu écho, je trouve, à la fin de Dans la forêt. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très très bonne lecture. Et je vous conseille de le lire. Je vais ensuite vous parler d'un livre que j'ai lu sur ma Kindle, qui est Une cosmologie de monstres de Shauna Neal, aux éditions Albin Michel Imaginaire. Donc ce livre, je vais essayer de bien vous en parler parce que c'est un gros morceau, voilà. Donc en fait, on va suivre l'histoire de la famille Turner sur plusieurs générations. Le narrateur est le fils qui s'appelle Noah et qui va d'abord nous parler de la rencontre de ses parents. Donc il faut savoir que le livre est séparé en 7 parties, voilà. Dans chaque partie, il y a des chapitres. Et donc la première partie, ça va être vraiment la rencontre de ses parents. La deuxième partie, l'arrivée de ses sœurs, parce qu'il a 2 grandes sœurs, Sydney et Eunice. Je sais pas trop comment ça se dit, mais bon, je trouve pas que ce soit un nom très joli, mais bon, bref. Et ensuite, à partir de la partie 3, je crois, il va être présent, hein, parce qu'au début, il nous raconte l'histoire de sa famille avant qu'il naisse. Donc on va suivre Margaret, qui est une jeune femme, c'est une lycéenne, je crois, à la base. Non, une étudiante, elle étudie la littérature, je crois, et elle travaille aussi à mi-temps dans une librairie, la librairie d'une vieille dame, où il y a un garçon qui vient assez régulièrement et qui adore lire les livres de la section
fantasy, fantastique, science-fiction. Donc ça se passe dans les années 60, je crois que ça commence en 68, ouais, voilà. Et donc Margaret est poussée par sa famille pour trouver un bon parti, parce que je crois que leur famille était assez aisée à la base et ça s'est un petit peu dégringolé. Enfin un peu dégringolé, bref. Elle va tout d'abord sortir avec j'ai envie de dire le gendre parfait pour sa mère, mais elle s'est quand même un petit peu attachée à Harry qui vient souvent dans sa bibliothèque et avec qui elle va avoir un premier rendez-vous. Et au final, elle va choisir Harry, donc, qui est le fan de Lovecraft et compagnie. Il va lui faire lire du Lovecraft, pardon. D'ailleurs, je vous reparlerai de Lovecraft un petit peu après. Donc voilà, ils vont vivre ensemble au début dans un petit appart. Et ensuite, ils vont avoir leurs enfants, ils vont avoir une maison. Et comment dire, et le père étant obsédé par l'horreur, le fantastique et tout, il va avoir pour idée de faire une espèce de maison hantée dans son jardin. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de ces maisons hantées où voilà, on paye et on va visiter généralement, c'est pas forcément dans des entrepôts, mais c'est vraiment, oui, un petit peu comme des attractions de fêtes foraines où c'est un petit peu un labyrinthe et il y a des trucs qui font peur un petit peu partout. Il va essayer de créer ça dans son jardin, ce qu'il va faire avec ses 2 filles et sa femme. Et voilà, après, Margaret va retomber enceinte et il va y avoir un drame dans la famille. Bon, clairement, le père ne sera pas dans la suite de l'histoire. Voilà, je ne vous raconte pas les détails parce que... Voilà. Et après, du coup, on va suivre l'enfance de Noah et après son adolescence, quand il est jeune adulte et adulte. Voilà, on va vraiment suivre toute sa vie et la vie de sa famille. Famille qui clairement doit faire face à différents... Alors, j'aime pas, je vais faire une faute de français, mais parce que je trouve ça mieux de le dire comme ça, à différents mâles avec un grand M. Que ce soit un mâle peut-être surnaturel ou d'autres mots. Mais j'aime pas dire d'autres mots, ça va pas, je trouve. D'autres mâles avec des grands M, voilà. Donc j'espère que j'ai été pas trop confuse dans mon petit résumé. Donc voilà, on va donc suivre cette famille. Comme je vous l'ai dit, je me suis beaucoup attachée à tous les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le livre est séparé en 7 parties. Donc oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce genre de livre, vous voyez, c'est le genre de livre où quand je l'ai fini, j'avais pas envie que ça se termine et j'ai eu besoin de faire pas mal de recherches sur le livre et surtout l'univers autour du livre. Et généralement quand ça se passe comme ça, c'est que c'est assez bon signe concernant mon avis sur la lecture. J'ai vraiment ressenti ce besoin de faire tout un tas de recherches et du coup j'en suis arrivée à faire des recherches sur Lovecraft, qui est une des grandes inspirations de Shona Mill pour ce livre. Hein. Rien qu'à voir la couverture, nous avons cette maison avec ses tentacules qui font évidemment référence à Cthulhu. D'ailleurs ça m'a donné très envie de lire le mythe de Cthulhu, même si bon, tout ce côté tentaculaire n'apparaît pas réellement dans le livre, hein. C'est un petit peu la critique que j'ai vue sur pas mal d'avis, la critique que j'ai vue dans pas mal de critiques sur ce livre, de gens qui s'y connaissaient un petit peu plus sur Lovecraft que moi, hein, parce que moi, voilà, mon niveau de connaissance sur Lovecraft, c'est 0. Et c'est vrai que pour un fan de Lovecraft, ça peut faire un petit peu l'effet d'un putaclic, quoi. Viens voir, on a des tentacules dans le livre, alors que non. Et au final, tant mieux, parce que j'ai beaucoup aimé vers où va le livre, voilà. Mais bon, la couverture est très belle, mais elle est un petit peu fausse. Je vais vous mettre ici la couverture américaine, qui clairement fait un petit peu plus écho à ce qui se passe réellement dans le livre. Voilà. Et donc oui, je vais encore vous reparler de cette partie, mais c'est cette partie, chaque partie a le titre de la partie, c'est le nom d'une nouvelle de Lovecraft, je crois. Donc chose que je n'aurais jamais pu deviner juste en lisant le livre, hein, mais après avoir fait mes recherches, j'ai pu découvrir ça. Donc il y a aussi des références à bien d'autres littératures fantastiques, hein, comme Stephen King, mais aussi d'autres, mais que j'ai pas forcément relevées, hein, désolée. Le rythme est assez lent, il n'y a pas forcément tout le temps beaucoup d'action. Et chaque partie est entrecoupée
petites parties avec une police d'écriture différente qui sont assez floues et bizarres, mais bon, tout prend un sens à la fin, il n'y a pas de souci là-dessus. Quoi dire d'autre? J'ai vraiment adoré, je pense, cette lecture. Et le côté fantastique aussi. Même si clairement je pense qu'on pourrait en faire un livre à part entière du côté fantastique qui m'a plu, et franchement j'aurais voulu en savoir plus quoi. J'ai vraiment ce que j'ai préféré. Et voilà, j'ai vraiment adoré, et ce livre fait un petit peu, oui, comme je veux dire comme Séverine, hein, il fait un petit peu penser à, comment il s'appelle, Les loups à leur porte de Jeremy Fell, dans le sens où je vous avais dit que dans Les loups à leur porte on a différents monstres entre guillemets, des criminels, voilà, tout un tas de personnes qui font un petit peu le mal. Et là on est face à aussi d'autres types de monstres, donc que ce soit des monstres, que ce soit le monstre qui vient se cacher dans votre placard pour vous attaquer pendant la nuit, ou d'autres types de monstres comme la maladie mentale ou la maladie tout court, ou des criminels. Voilà, on va être face à tout un tas de monstres aussi dans ce livre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai hâte qu'il sorte en poche pour me l'acheter, parce que j'ai envie de l'avoir en physique, et je pense que je le relirai. Franchement ouais, je pense que j'ai besoin d'une seconde lecture sur ce livre. Surtout que je pense qu'il y a peut-être une double lecture à avoir vis-à-vis du personnage principal par rapport à ce qui lui arrive. Voilà. On peut se poser la question de savoir si ce qu'il nous raconte c'est vraiment ce qui arrive, ou s'il n'y a pas aussi quelque chose qui se cache derrière. Bref. Donc je vais vous lire une petite citation qui concerne un petit peu... c'est Noah qui va nous parler en fait des gens qui viennent dans leur maison hantée, je crois. Donc voilà, je vais vous la lire. Mais si effrayante que soit l'expérience du public, quoi qu'on lui fasse subir, on lui offre un dénouement heureux. Quand le générique défile à l'écran, que le lecteur referme le livre, ou quand nos visiteurs repartiront ce soir, leurs vies reprendront leur cours. Parce qu'ils auront fait face aux ténèbres, le soleil brillera un petit peu plus fort demain, et les monstres bien réels du quotidien leur paraîtront plus supportables. Voilà, j'aime bien cette citation. Et voilà. Passons au livre suivant. Donc, pendant que je lisais une cosmologie de monstres, j'ai repéré en fait, je sais plus si c'était à ce moment-là, mais il y a quelqu'un qui s'est abonné à mon compte Instagram. Je sais plus si c'était à ce moment-là ou avant, mais bref, je voyais souvent son pseudo dans mes stories et sa photo, et les deux m'ont un petit peu tapé dans l'œil dans son pseudo. En plus, il est assez... voilà, il n'y a que des i, c'est Titi Lioli. Donc franchement, ça reste un petit peu dans la tête. Et donc je suis tombée sur son Insta auquel je me suis abonnée. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos, bah coucou. Et en fait, j'ai vu que sa dernière photo, c'était une chronique de Sauvage de Jimmy Bradbury que j'avais commencé en septembre ou octobre pour le Pumpkin Autumn Challenge, et que j'avais mis en pause, hein, mais clairement dans ma tête c'était plus une pause / sûrement un abandon. Parce que je vous avais dit à l'époque que j'accrochais pas du tout au personnage de Tracy, et que voilà, elle passait son temps à chasser, à dépecer des animaux ou à boire leur sang, et que je trouvais ça clairement glauque. Enfin vraiment, j'avais pas envie de lire ça clairement. Et en fait, j'ai lu un petit peu sa critique, et là je me suis dit ah, attendez, je vais voir si non, en tout cas sa critique a fait un petit peu écho dans ma tête, et je me suis dit tiens, faudrait peut-être que je le relise, enfin que je m'y remette, parce que ça m'a donné envie, voilà. Et ensuite j'ai été voir d'autres avis, et c'est là où clairement il y a un mot qui a fait cling dans ma tête, parce qu'il faut savoir oui que je l'avais sur ma Kindle, du coup j'ai jamais pu lire la 4e de couverture, et je pense que si je l'avais lu ça m'aurait plus, j'aurais été plus encline à ne pas le mettre en pause. Et en fait l'autre critique que j'avais vue, je ne sais plus où est-ce que c'était, et il y a eu le mot fantastique qui est apparu, et je me suis dit what, on n'a pas lu le même bouquin? Et après j'ai lu un petit peu et j'ai compris, et là j'ai fait mais non, comment est-ce que j'ai pu louper ça? Donc je sais pas, je m'étais arrêtée à 37%, et je sais pas si ce dont il est question était juste un petit peu effleuré, et que du coup vu que ça me saoulait, je le lisais en diagonale et que j'ai pas su voir quel était ce côté fantastique, ou s'il est vraiment plus énoncé après.
Mais voilà, clairement ça m'a donné tout de suite envie de le relire. Je me suis dit, je finis une cosmologie de monstres, je le reprends direct, sinon je le reprendrai jamais. Et je l'ai repris. Et là, ouais, ça l'a beaucoup plus fait, hein. J'ai bien aimé. Donc en fait, je vais vous un petit peu reprendre un petit peu l'histoire. Donc on suit Tracy. Oui, d'ailleurs, avant de... Non, je vous en... Donc on suit Tracy Petrikov, je crois, donc qui est une jeune fille de 17 ans, qui vit avec son père et son petit frère. Sa mère est décédée il y a à peu près 1 an. Et donc ils vivent en Alaska et c'est une famille de mushers. Enfin, lui en tout cas l'est. Sa fille veut le devenir aussi. Donc les mushers, c'est ceux qui font les chiens de traîneau. Voilà. Et donc son père, lui, est musher de compétition. Il a participé à l'Iditarod, qui est une grande course qui se passe en Alaska, je crois, où il faut faire, je crois, plus de 1000 km en... Alors, 2-3 semaines, hein, c'est assez long, mais voilà. Donc il a fait cette course plusieurs fois. Sa fille a déjà participé à la course junior, et là, elle veut participer, vu qu'elle va avoir 18 ans, elle veut participer à la course adulte. Et en fait, donc c'est toujours été une jeune fille un petit peu qui aimait beaucoup la nature, qui aimait beaucoup aller dans la forêt avec ses chiens et aussi pour chasser. Et sa mère lui a toujours donné un petit peu des règles, donc de ne jamais ne plus avoir la maison à visu quand elle part, ne jamais revenir les mains sales et surtout de ne jamais faire couler le sang de quelqu'un. Voilà, des règles un petit peu qu'elle a fixées. On comprendra la suite pourquoi. Et un beau jour, alors qu'elle est partie chasser et peut-être camper, parce qu'elle campe aussi pas mal, elle va se faire attaquer par un homme. Un homme va se jeter sur elle. Elle va se débattre. Et voilà, elle va se débattre. Et après, c'est le blackout complet. Elle va se réveiller avec son couteau qui est plein de sang. Et là, elle va se dire... Enfin, elle va commencer à cogiter, à se dire mais est-ce que j'ai tué quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme qui est blessé va débarquer chez son père qui va lui l'accompagner au dispensaire du coin pour qu'il se fasse soigner. Voilà. À peu près au même moment, on va avoir un jeune garçon qui va débarquer à la ferme. Oui, c'est une ferme, je sais plus. Bref, qui va débarquer chez eux. Et ils ont un petit cabanon qui servait un petit peu de débarras mais qui est quand même assez habitable, qu'ils vont réaménager pour que le garçon puisse, que ce soit en gros sa chambre, et qu'il travaille avec eux pour s'occuper des chiens, enfin pour s'occuper de la maison, voilà, tout ça, tout ça. Et très vite il va y avoir un petit peu une relation qui va se créer avec Tracy, voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur le résumé de l'histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc clairement au début j'ai vraiment eu du mal, quand je l'avais commencé en septembre, j'avais vraiment du mal avec le personnage de Tracy. Et au final, entre temps, j'ai lu un livre qui m'a fait un petit peu relativiser sur son caractère, sur qui elle est. Non, ce n'est pas dans la forêt, c'est My Absolute Darling, puisqu'au final, Tracy ressemble pas mal à Turtle dans My Absolute Darling. Autant j'ai adoré Turtle, et après du coup avoir lu My Absolute Darling, j'ai beaucoup plus aimé le personnage de Tracy. Surtout après que j'ai compris pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Tout prend sens et bon, c'est pas forcément excusable, mais si quand même en fait. Quoi dire d'autre sur ce livre? Au final j'ai vraiment passé un bon moment. On sent vraiment le froid, on se sent bien en Alaska, on imagine assez bien y être. C'est vraiment, c'est du nature writing, donc forcément on est dans la nature et elle est très bien décrite par Jamie. Et c'est vraiment quand même une très belle histoire. Et pareil, ce livre fait encore une fois écho, je trouve, à Dans la forêt sur la fin. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré cette fin. Je sais pas si j'ai eu des réponses à toutes mes questions. Je suis pas sûre. En tout cas, concernant un truc en particulier, non. Mais j'ai vraiment un petit peu adoré. À un moment, on part un petit peu limite dans le thriller psychologique. Et vraiment dans la psychologie. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Et je vous conseille de lire ce livre. Je sais que pareil, quand il sortira dans la collection Totem, je me le prendrai. Et je pense que je le relirai aussi. Parce que je pense que je vais avoir besoin de le relire en entier maintenant que j'ai une vision globale de l'histoire. Et pour finir, je vais vous parler de Sans faille de Valentin Musso aux éditions Point. Donc, bon, on va pas tourner 5000 ans autour du pot. Je n'aurais pas dû commencer Valentin Musso avec celui-là. Hein.
Autant j'avais vu que Séverine avait adoré Une vraie famille que j'ai dans ma pile à lire. Et je sais pas, j'avais envie de lire lui. Lui c'était, d'ailleurs c'est mon premier livre du Cold Winter Challenge. Même si mon sang sauvage pourrait aussi rentrer dedans, hein, clairement. Donc je l'avais mis dans ma pile à lire puisque ça se passe dans les Pyrénées. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ça se passe dans les Pyrénées en été. Voilà, du coup, on n'est pas du tout dans l'hiver. Bon, il y a un petit peu de neige et de glace à un moment, mais on n'est pas du tout dans l'hiver. Donc en fait, on va suivre tout d'abord Théo et Dorothée qui sont en couple, qui arrivent en fait pour passer un week-end dans un chalet, dans le chalet de leur ami, enfin de l'ami de Théo, Romuald, enfin amis. Ils étaient amis en prépa et du coup ça fait une dizaine d'années qu'ils se sont pas vus. Et là ils vont se revoir avec aussi David, le troisième ami, qui est venu avec sa compagne Juliette. Et donc ils vont passer un petit week-end dans les Pyrénées et ils vont partir faire de la randonnée, sachant qu'il n'y a que Romuald qui s'y connaît en randonnée. Voilà. Donc ils veulent aller voir le glacier des Oules, je crois. Je crois que c'est ça. Bref, c'est Romuald donc, qui a ce magnifique chalet, qui a une magnifique voiture, qui vraiment a réussi dans la vie, qui les invite et qui organise tout ce week-end. Et voilà, donc en parallèle de ça, on va suivre aussi leur année en prépa, tout simplement. On va suivre du point de vue de Romuald qui va se parler à lui-même, puisque clairement c'est écrit à la deuxième personne, donc c'est tu as fait ça, Théo t'as fait ça, Théo machin, voilà, bref. J'aime bien quand c'est à la deuxième personne, c'est assez rare et je trouve que c'est vraiment une façon intéressante de raconter une histoire. Bref, donc on va suivre du coup du point de vue de Théo, de Romuald, pardon. Donc Romuald qui est un métis, sa mère est martiniquaise je crois, et ils vivent... alors la ville je crois n'est jamais citée et je suis incapable de vous dire où est-ce que c'est. Il vit dans une cité qui s'appelle Belle-Azur, voilà. Et il va réussir à se débrouiller pour aller dans un lycée un petit peu huppé et après se retrouver dans une prépa huppée aussi, où il va rencontrer Théo qui est un fils d'une riche famille, voilà, qui a à l'époque pour ami David et pour petite amie Claudia. Voilà, et donc du coup on va suivre un petit peu ce qui va se passer dans leur année, qui va forcément faire écho à ce qui se passe aussi dans le présent. Alors, j'ai pas aimé déjà parce que j'ai absolument détesté tous les personnages dans le présent. Dans le passé, je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'histoire dans le passé. Je me suis beaucoup plus attachée aux personnages de Romuald et même de Théo. Voilà, je les ai beaucoup plus préférés dans le passé. Et voilà, mais dans le présent, j'ai vraiment pas du tout aimé les personnages. Je les trouve tous détestables. Voilà, clairement, je m'en fichais de ce qui pouvait leur arriver. Donc ça commence mal quand on n'aime pas les personnages. Voilà, et le pompon du pompon, pour moi, ça a été la fin, quoi. Et puis on finit en plus à moitié sur une fin ouverte en plus de ça. Ah mais là, mais la fin, mais ça m'a énervé, hein. Franchement j'étais... Alors je m'y attendais pas du tout. Donc en soi c'est assez original, mais j'ai pas du tout aimé, Ça m'a vraiment fait une impression de... Ah ouais, bon. D'accord. Je peux pas vous dire non plus exactement ce que je me suis dit parce que ça risque peut-être un petit peu de spoiler. Enfin, pas de spoiler, mais vous allez peut-être vous faire des films sur la fin. Alors si vous voulez le lire, si vous voulez pas le lire c'est pas grave, mais si vous voulez le lire ça peut peut-être un peu vous gâcher la fin. Bref, mais il faut savoir que voilà, c'est... Alors c'est pas mauvais, et puis aussi oui, un truc que j'ai noté, je sais pas si c'est le style de Valentin Musso qui fait ça dans tous ses livres. Voilà, je me considère pas comme la fille la plus intelligente du monde, mais je sais que je suis pas complètement débile non plus. Mais le nombre de mots qu'il utilise dans son bouquin soit que je n'utilise jamais dans la vie de tous les jours, voire jamais, soit que je ne connais pas, hein. Il y a énormément de mots là-dedans que je ne connais pas du tout. Et clairement j'avais la flemme d'aller chercher c'était quoi. Donc voilà, je me suis sentie à certains moments un petit peu con en lisant ce livre. Voilà, j'aime pas me sentir con quand je lis un livre. Bref, je ne vais pas laisser tomber, hein, je vais lire Une vraie famille et j'ai aussi envie de lire son dernier après avoir vu La vie de Séverine.
Mais voilà, celui-là, je le retiendrai pas. Voilà, il va vite s'effacer de ma mémoire. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!